Bonjour, c'est Coco et bienvenue dans Le Trop de Trop, le podcast tenu par une fan de romance contemporaine qui se pose beaucoup trop de questions. Ici, le programme est simple, on lit des romances, on chipe les persos et on analyse. Parfois un peu trop, je vous l'accorde. Si vous aussi c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces figures féminines qui sont courantes en romance et dans nos œuvres de pop culture en général. Alors, j'ai envie de vous dire, il était temps, hein, ça fait quand même 2-3 épisodes que je vous tease celui-là, mais on y arrive enfin. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 3 figures principales, notamment la fille pas comme les autres, la cool girl et aussi la pick me girl. Et je prévois d'autres épisodes où nous allons parler d'autres figures comme la girl boss ou alors des figures féminines racisées. Mais donc, pour en revenir à nos 3 figures, ici on commençait par les définir. Commençons déjà par la figure qui, selon moi, est la plus répandue, celle que vous avez sûrement vue dans des centaines de livres, voire des milliers, et c'est donc la fille pas comme les autres. Et la fille pas comme les autres, généralement c'est une protagoniste féminine qui se considère elle-même différente de ses pairs, parce qu'elle a, on va dire, des hobbies plus importants et plus sérieux que ce qu'on associe généralement à la féminité, comme l'apparence, la mode, les histoires d'amour, voilà, ou toute autre chose que l'on peut associer à la féminité. La fille pas comme les autres, elle est au-dessus de tout cela. Généralement, la fille pas comme les autres ne fait pas ce que les autres femmes font et n'a pas la conduite qu'on attendrait d'une personne assignée au genre féminin. Et elles ont généralement des activités, on va dire, un petit peu plus nobles. Elles ont des hobbies particuliers, elles sont dans leur coin, voilà. Le modèle le plus répandu, que je pense que vous avez dû lire au moins une fois dans votre vie, c'est généralement celles qui lisent Jane Austen dans leur coin, ou alors les premières de la classe. Généralement, elles ne se maquillent pas. Et aussi, très important, la narration va nous rappeler à chaque fois que c'est une femme différente des autres et qu'elle est un petit peu originale par rapport aux autres. Donc, selon moi, ça peut se faire de 2 façons. Dans les livres que j'avais l'habitude de lire à une certaine époque, la narration par la voix intérieure de la protagoniste féminine va s'atteler à nous rappeler à quel point c'est une femme différente, originale. Mais il y a certains livres où c'est plutôt la narration, les autres personnages, en fait, ou même l'intérêt amoureux. Si vous voulez, c'est le récit en lui-même qui va la valoriser parce qu'elle est une fille pas comme les autres et non pas elle-même cette fois-ci. Mais on va pas se leurrer, lorsqu'elle a émergé, c'était une figure assez dénigrante, en tout cas envers les autres. Je me souviens particulièrement des schémas où c'était des femmes qui étaient premières de la classe, investies, voilà, et qui dénigraient sans arrêt les autres, car selon elles, ces dernières n'étaient que des cruches qui s'intéressaient aux garçons, que c'était des bimbos, qu'elles étaient vulgaires, voilà, j'en passe et des meilleurs. Et comment je la reconnais? Généralement, il y a une phrase disant « elle n'est pas comme les autres », et dans ces cas-là, je sais. Cependant, attention, le problème n'est pas que c'est une figure qui est considérée comme originale. Je sais que par exemple, en ce qui concerne les premières de la classe ou quoi, il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues en elle. Cependant, et là où je veux insister, c'est que généralement, cette originalité sert plus à dénigrer les autres qu'à valoriser l'héroïne en elle-même. Et là où cette figure est intéressante, c'est que là où elle va afficher un certain désintérêt envers, pour les romances hétérosexuelles, la jante masculine, c'est précisément parce qu'elle est originale que les gens vont s'intéresser à elle, finalement. Elle n'est pas valorisée pour sa personnalité, mais plus parce qu'elle n'est pas semblable à ses pairs. Et là, c'est dans le cas où le désintérêt est apparent. Parce que dans certains cas, même si elle le cache, cette originalité est vraiment tournée comme un atout pour attirer l'intérêt amoureux. On peut entendre des répliques comme « je comprends pas pourquoi ils sont attirés par des femmes comme ça alors qu'elles n'ont rien dans la cervelle ». Ou alors l'intérêt amoureux va le dire lui-même qu'il n'a jamais rencontré de femme comme ça, qu'il est attiré parce que c'est une femme différente des autres. La cool girl, elle, a une définition beaucoup plus précise dans la pop culture. Et cette définition vient d'un texte de fiction, le monologue d'Amy June dans Gone Girl de Gillian Flynn, qui a été adapté au cinéma en 2014. Bref. Alors, il faut savoir que ce monologue est... Je pense qu'il doit y avoir la version traduite quelque part, mais du coup, ça, c'est la version anglaise que j'ai traduite moi-même. Voilà, mais je pense que vous avez juste à taper Cool Girl monologue sur les internets et vous allez trouver. Le monologue est assez long, mais je pense que je vais vous distiller quelques parties ici et là au fur et à mesure du podcast. Là, on va commencer par la partie qui définit ce que c'est qu'une cool girl finalement. Les hommes disent toujours cela comme un compliment ultime, n'est-ce pas? C'est une fille cool. Être la fille cool signifie que je suis une femme chaude, brillante et drôle, qui adore le football, le poker, les blagues sales et l'héros, qui joue à des jeux vidéo, boit de la bière bon marché, aime les plans à trois et le sexe anal, et met des hot dogs et des hamburgers dans sa bouche, comme si elle organisait le plus grand gangbang culinaire du monde, tout en gardant, tant bien que mal, une taille 2. Parce que les cool girls, avant tout, sont sexy, chaudes et compréhensives. Les cool girls ne se mettent jamais en colère. Elles rient seulement d'une manière chagrinée et aimante, et laissent les hommes faire ce qu'ils veulent. Vas-y, merde sur moi, cela ne me dérange pas. Je suis la cool girl.
Ce texte dit explicitement ce que les autres textes autour du trope laissent implicite. La cool girl, en réalité, c'est une performance. Donc, si on devait résumer simplement ce que c'est qu'une cool girl, alors la cool girl, c'est une personne qui va adopter des codes dits masculins. Ça va être, je dis n'importe quoi, une femme qui aime les sports, la mécanique, la bière, vous voyez, tous les codes qu'on va associer au masculin et va être perçue comme cool aux yeux des hommes. Mais, et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai lu une analyse de la chercheuse Olivia Larson-Saber dans laquelle elle fait la distinction entre la tomboy, la cool girl et la pick me girl. Avant de continuer, juste un mot sur le terme tomboy que je m'apprête à utiliser. Il faut savoir que c'est un mot qui a une histoire extrêmement riche, qui va de la rébellion historique au rejet des injonctions de genre, et c'est aujourd'hui un vrai symbole d'émancipation. Et il faut avoir conscience de l'histoire et de la dimension féministe, queer et politique qu'il y a derrière ce mot, qui dépasse de loin le simple style vestimentaire ou tout ce dont on va parler ici. Si je l'utilise pour cette partie, c'est vraiment parce que c'était dans le texte que je vais vous citer. Aussi, le texte est indiqué en description si ça vous intéresse. Donc, il dit que, je vous explique, la tomboy, les garçons la voient comme un père, pas comme un objet de désir. Elle est dans leur groupe, fait confiance, elle n'est pas sexualisée. La cool girl, elle va adopter les mêmes codes que la tomboy. Cependant, elle va rester physiquement parfaite et désirable à tout moment. La cool girl, elle semble naturellement comme ça, vous voyez. Et comme je vous ai dit, elle fait la différence avec la pick me girl, mais on y reviendra. Mais si vous voulez, ce qui la distingue de la cool girl, c'est que elle fait des efforts pour être choisie. Elle n'est pas naturellement, elle force, contrairement à la cool girl. Donc la cool girl, elle est précisément à l'intersection entre les deux impossibilités. Avoir tous les intérêts et les codes culturels des hommes et être physiquement idéal en permanence et sembler n'avoir fait aucun effort pour être l'un ou l'autre. Donc Larson-Saber l'analyse à travers deux personnages connus que peut-être vous connaissez mais que moi j'ai pas connus, notamment Andy Anderson dans How to Lose a Guy in 10 Days, donc qui est une journaliste blonde qui adore le basketball, mange de la junk food et ne se préoccupe pas tellement de son apparence, mais qui est évidemment sublime. Et Michaela Band dans Transformers, qui est une lycéenne qui s'y connaît en mécanique mieux que la plupart des hommes, qui répare des moteurs en jupe courte et en crop top. Alors, je tiens à préciser quelque chose dans cet épisode. Ce n'est pas un problème d'aimer ce qui est connoté masculin dans la société. Dans tous les cas, moi, je crois pas forcément au genre, donc voilà. Mais ce qui est flagrant avec la figure de la cool girl, c'est que elle emprunte les attributs masculins, mais uniquement dans la mesure où ça renforce son attrait pour le regard masculin. En fait, elle fait ça pour être bien sûr désirable. Et aussi, pour revenir à la cool girl, ce qui est intéressant, c'est que elle, en plus de faire ce qui est attrait aux hommes entre gros guillemets, en fait, on la reconnaît aussi parce que elle est censée être cool, comme on dit. C'est pas une femme qui est exigeante émotionnellement. En fait, c'est voilà, elle est cool quoi. Et donc, pour notre dernière définition, on va s'attaquer à la pick me, qui est quand même, je pense, de plus en plus répandue. Pick me, aujourd'hui, c'est un terme qui est de plus en plus employé dans la vie de tous les jours. Et alors, la pick me girl, elle partage beaucoup de traits avec la cool girl ou la fille pas comme les autres. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que la pick me girl, elle rabaisse les autres femmes par désir d'être aimée et validée par les hommes. Elle est prête à dénigrer son propre genre pour attirer l'attention masculine. Et ce qui la distingue des autres figures que j'ai citées ici, c'est que l'activité est consciente et visible. En fait, elle ne se contente pas d'être différente des autres, elle le dit. Elle le montre, la pick me girl ne peut pas revendiquer le sans effort de la cool girl. Et c'est précisément pour ça qu'elle est moquée. Et donc, vous avez compris, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans tout ça, c'est que la pick me girl, aujourd'hui, on en parle parce qu'elle est vraiment dévalorisée, parce que justement, on voit ses efforts. Alors que la fille pas comme les autres, ou justement la cool girl, comme on l'a dit, elles sont valorisées par le fait de ne pas faire d'efforts, mais toutes les trois sont quand même traversées par le regard masculin. Et donc, pourquoi cette trope existe-t-elle? Alors, petite digression, je ne sais jamais si on dit un trope ou une trope. Enfin, sur le dictionnaire, j'ai vérifié, je sais que ça se dit un trope, mais j'ai trop l'habitude de dire une trope. Donc, voilà. Je switch à chaque fois, pardonnez-moi. Donc, ces tropes, ce sont des expressions de la misogynie intériorisée. C'est le fait que les femmes rejettent sur elles-mêmes et sur les autres femmes les attentes sexistes de la société. En fait, si vous voulez, la féminité dans notre culture est associée à la superficialité, à la faiblesse ou alors au manque de sérieux. Malheureusement, ce sont des stéréotypes qui ont la dent dure, et ils sont suffisamment répandus pour qu'elles soient intégrées par la plupart. N'oublions pas que la pop culture était majoritairement faite par des hommes, donc traversée
par le male gaze de Mulvey, et que voilà, nous vivons dans une société patriarcale où tout ce qui est, dans tous les cas, attrait à la femme est dévalorisé. Donc forcément, quand on vit dans une société comme ça, on intègre ces idées, et donc la réaction logique dans un premier temps, c'est de s'en dissocier, et de dire, moi je ne suis pas comme ça, je suis une femme différente. Quelque chose d'important qu'on pourrait dire sur ces tropes, c'est qu'elles ne sont pas apparues hier, bien entendu, hein. Enfin, elles ne sont pas une invention de la romance contemporaine, et par exemple, Pamela Regis, dans son travail, montre que les structures de l'héroïne singulière, différente des autres ou de son entourage, est présente depuis les origines du genre. Ce que Soule ajoute, c'est que les mécanismes est présent dans toute la littérature victorienne, en fait. C'est-à-dire que l'héroïne est valorisée par des qualités qui sont dites masculines, en tout cas à cette époque, la droiture, le courage, l'intelligence, voilà, des choses comme ça, quoi, tout en restant dans les limites de ce qui est acceptable socialement pour une femme, et quand elle dépasse les limites, bah, elle est punie, on va dire ça comme ça. Et je pense que cette notion de seuil aussi, elle est importante. C'est-à-dire que dans un roman où une personne, je sais pas, elle est subversive, mais quand même reste dans ce qu'on attend finalement d'une femme, elle est subversive, mais vous voyez pas trop, c'est assez pour que le récit la valorise, mais pas assez pour qu'elle soit crâne. Alors que si c'est une personne qui est, par exemple, j'en sais rien, qui est subversive, mais genre dans les limites du trop, une fille qui est un petit peu trop avec les hommes, ou d'autres, j'en sais rien, mais là elle est dévalorisée, vous voyez. Donc en fait, il faut qu'elle soit toujours dans ce qu'on attend qu'une femme finalement soit. Et ce seuil, en fait, il existe quand même encore aujourd'hui en roman. Au 19e siècle, il s'agissait de chasteté et de réputation sociale. Aujourd'hui, il s'agit souvent de désirabilité physique. Une héroïne peut être aussi intellectuelle, aussi dépendante, aussi différente qu'elle veut, tant qu'elle reste physiquement attirante et disponible émotionnellement pour les héros, finalement, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une figure qui est meilleure que l'autre ? Selon moi, pas tant. En fait, c'est un des points que je voulais développer, et je pense aussi que ça peut être contre-intuitif. C'est-à-dire que quand on analyse ces tropes, il peut sembler que certaines sont moins pires, quoi. Mais je pense pas nécessairement qu'il faille les hiérarchiser, en fait, dans l'analyse. Premièrement, en fait, pour moi, si vous voulez, elles opèrent toutes à peu près le même mécanisme, et elles se définissent toutes, finalement, en opposition avec les autres femmes, et elles demandent toutes au lecteur de valider une hiérarchie des féminités, même si elles sont toutes, on va dire, à des degrés divers, orientées vers un regard masculin. Et pour moi, la hiérarchie que ces textes vous proposent en eux-mêmes est problématique. En fait, le texte vous dit que la fille pas comme les autres est plus profonde que les autres filles. Mais finalement, cette profondeur est construite sur très peu de choses. Genre sur le fait que, par exemple, elle soit maladroite, ou alors observatrice, ou qu'elle lise je sais pas quoi dans son coin, quoi. Bah, finalement, c'est pas très profond. Je suis désolée. Et toutes ces figures, en fait, n'existent que par la dévalorisation de la féminité. Enfin, une conviction, finalement, qui n'a pas été inventée par des femmes, mais qu'elles ont appris à reproduire. Et donc, paradoxalement, la pick me girl qui dégrade les autres femmes ouvertement, et la fille pas comme les autres qui se contentent d'être différentes d'elles, elles font structurellement la même chose, à des degrés différents, mais elles font structurellement la même chose. Il y a un truc, en ce moment, dans les romances contemporaines, ou c'est peut-être celle que je lis en ce moment, c'est vraiment, la femme est valorisée, ou elle est attirante parce que, en tout cas, chez l'homme, il y a toujours cette phrase de elle me challenge, ou elle a pas peur de me dire ce qu'elle pense, là où les autres femmes sont plutôt passives. Ça aussi, je suis désolée de le dire, mais vraiment encore une opposition, vous voyez, face aux autres femmes. Et globalement, même dans les romances modernes, hein, il y a toujours ce truc de en fait, elle est comme ça et pas comme les autres femmes, quoi. Alors, je vais reprendre le monologue de la cool girl que j'ai lu tout à l'heure pour lire un passage que j'ai trouvé intéressant. Les hommes pensent en fait que cette fille existe. Peut-être qu'ils sont dus parce que tant de femmes sont prêtes à prétendre être cette fille. La cool girl m'a longtemps offensée. J'avais l'habitude de voir des hommes, amis, collègues, étrangers, étourdis par ces horribles prétendantes. Et j'aimerais asseoir ces hommes et leur dire calmement, vous ne sortez pas avec une femme. Vous sortez avec une femme qui a regardé aussi de nombreux films écrits par des hommes socialement maladroits, qui aimeraient croire que ce genre de femme existe. J'ai choisi de mettre ce passage ici parce que je le trouve intéressant dans ce qu'il raconte, et je pense qu'il rejoint ce qui a été dit précédemment, notamment sur le male gaze dans les œuvres de pop culture. Cependant, on notera quand même, après peut-être que c'est moi qui ai mal traduit, hein, mais on notera quand même le vocabulaire employé, notamment horrible prétendante. En fait, ça donne l'impression, en tout cas ce passage, qu'au même moment où on essaye de décortiquer ce piège finalement, le personnage reste finalement dans l'opposition, vous voyez, ou dans la rivalité. C'est-à-dire que bien qu'il dénonce des choses, au lieu de parler aux femmes ou d'être tourné vers la discussion auprès des femmes, bah on a l'impression que le discours est tourné plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire vers les hommes. C'est pas un discours qui est émancipateur. Il reste finalement bloqué dans la rivalité et dans le mépris
je trouve, de ces autres femmes, alors qu'elle-même dit que c'est un modèle qu'on apprend. Et ça peut aussi illustrer à quel point la misogynie intériorisée est assez ancrée finalement. Et pour en revenir à ce qu'on disait, en fait, dans la vraie vie, les intérêts associés aux femmes sont systématiquement dévalorisés culturellement, et c'est une hiérarchie qui finalement s'opère dans la vraie vie. Donc, en fait, ce que ces enfants, quand on les consomme en grande quantité depuis l'enfance, c'est de normaliser, on va dire, cette hiérarchie. Enfin, on apprend que ne pas se maquiller, c'est un signe de profondeur, que les filles qui ne s'intéressent pas à la mode, ou alors, j'en sais rien, aux garçons ou aux filles, peu importe, sont moins sérieuses. Et on apprend aussi, plus subtilement, que notre valeur en tant que femme dépend de notre capacité à nous distinguer des autres femmes, finalement. D'ailleurs, allez écouter mon épisode sur l'autre femme que j'ai trouvé super intéressant. Bon, pour en revenir à ça montre qu'il y a des places limitées pour être la bonne, celle qu'il faut mériter, quoi. C'était important pour moi de vous parler du fait que c'est structurel. Parce que c'est vraiment des structures narratives qui sont tellement profondes. Elles sont enracinées, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans le genre de la romance. Elles sont enracinées dans les fictions. Finalement, c'est ce que on bouffe depuis enfant, quoi. Et il y a des raisons pour lesquelles elles fonctionnent. Il y a des raisons narratives, émotionnelles, qui parlent à quelque chose de réel dans notre expérience. Enfin, je sais que, en ma qualité de quelqu'un qui a été sociabilisé en tant que femme, on nous apprend tellement à détester tout ce qui est féminin. Enfin, je sais que nous avons été pleins à être passés par là, à détester un petit peu, vouloir se conformer, et finalement, après, tu grandis et tu te rends compte que tous les schémas qu'on essaye de te vendre, en fait, il y a des schémas narratifs qu'on réalise à quel point ils sont sexistes, mais il y en a d'autres où c'est tellement insidieux qu'on a quand même du mal. Régis, dans ses travaux sur la romance, elle dit quelque chose d'important à ce sujet. En fait, elle défend le roman sentimental contre les détracteurs, montrant que le genre raconte fondamentalement l'histoire d'une femme qui passe d'un état de contrainte à un état de liberté. Donc, l'héroïne surmonte des obstacles, intérieurs comme extérieurs, et à la fin, elle choisit librement son partenaire. Et c'est une structure qui parle de l'autonomie féminine. Le problème, c'est que elle est libre parce qu'elle est meilleure que les autres. Elle choisit librement parce qu'elle a prouvé qu'elle mérite ses choix, et cette preuve passe par la comparaison. Mais si je devais voir quand même quelque chose de positif, c'est que je vois de plus en plus de figures féminines en romance sortir des chantiers battus. Alors, c'est pas la majorité non plus, mais je trouve que ça commence. Et moi, ce que j'entends par des figures féminines qui sortent des chantiers battus, et bizarrement, c'est juste des femmes qui vivent et qui existent. Parce que, encore une fois, le problème, ce n'est pas faire des choses socialement associées au masculin. Moi, j'aimerais beaucoup lire un livre sur une femme, j'en sais rien, mécanicienne ou peu importe. Mais sa passion ne sera jamais utilisée pour se comparer aux autres femmes. Mais comme je disais, moi, je vois de plus en plus de figures féminines qui ne sont pas des Marissou qui savent tout faire, avec lesquelles on peut absolument pas s'identifier, qui ne sont pas des petites choses fragiles non plus, ou alors des femmes qui se comparent constamment aux autres. Ce sont juste des figures féminines qui vivent leur vie et qui sont amies avec d'autres femmes. Très important, la sororité. Cependant, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et aussi, j'aurais une petite précision, les figures que je vous ai présentées aujourd'hui, donc la fille pas comme les autres, la cool girl et la pick me, il y a des cas où elles se rejoignent en un seul personnage, c'est-à-dire qu'on peut voir une fille pas comme les autres, mais qui est aussi un petit peu pick me sur les bords. Ça peut arriver. La question que je vous laisse, à vous qui vous lisez de la romance ou même qui regardez des œuvres de pop culture en général, c'est la prochaine fois que vous rencontrez une héroïne, c'est regarder ce qui arrive aux autres femmes. Sont-elles développées comme des personnages à part entière? Ont-elles leur propre désir, leur propre histoire, ou existent-elles uniquement pour faire briller l'héroïne par contraste? Et aussi, toujours se rappeler que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, la rivalité féminine, ce n'est pas quelque chose d'inné, mais au contraire a été construit. Encore une fois, c'est pas pour me vanter, mais j'ai fait un super podcast sur l'autre femme où on parle justement de ça. Et je tiens aussi à préciser que c'est pas parce que je dis que la rivalité est construite qu'elle n'existe pas. Et voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Si cet épisode vous a plu ou si vous voulez qu'on aborde d'autres choses un petit peu plus en profondeur, n'hésitez pas à laisser en commentaire ou à me DM sur les internets. Enfin, c'est le trope de trop, notamment sur Instagram. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et à bientôt.